on va attaquer le sujet un peu difficile. 1h06, on va essayer de ne pas rester très très longtemps, mais ça mérite vraiment toute notre attention. Donc, on a vu dans le précédent live, dans les 2 derniers d'ailleurs, parce que j'étais aussi chez Quartier Libre, on a parlé de bioéthique et on avait dit qu'en gros, ils ont permis l'IVG jusqu'à 9 mois. Oublions ça. Recommençons, parce que visiblement, on a été mal informé. On n'a pas bien choisi nos sources. Donc, ça peut arriver. Je vous ai dit, il ne faut pas s'attendre de moi à ce que je sois parfait. Maintenant, on va rectifier le tir grâce à l'aide des Colibri qui ont fait une recherche, qui ont approfondi dans le sujet. Alia, spécialement, merci beaucoup. J'ai enfin compris de quoi il s'agit. Et ce dont il s'agit, c'est beaucoup plus grave que juste une IVG ou une IMG, je devrais dire, jusqu'à 9 mois pour des raisons un peu floues. Donc, tout d'abord, je vous invite à regarder un extrait d'une vidéo éducative qui explique ce qui est CRISPR, pour que vous ayez une idée où on en est aujourd'hui d'un point de vue technologique sur la modification génétique. Il faut savoir que CRISPR, c'est une découverte qui a été faite il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça, qui change fondamentalement notre capacité de manipuler les gènes. C'est-à-dire, imaginez ça comme le ciseau chirurgical de l'ADN. On peut littéralement intervenir et changer juste une partie du code ADN sur 24 000, je ne sais plus combien il y a. Donc, on a vraiment des outils de précision. Allons regarder de quoi il s'agit. C'est sous-titré. All of this is already very important. Je vais mettre les sous-titres en français. J'ai choisi cette vidéo, il y en a d'autres plus courtes, mais celle-là, elle explique vraiment d'un point de vue humain en général. Donc, c'est parti. Impressive, but until recently, gene editing was extremely expensive, complicated, and took a long time to do. This has now changed with a revolutionary new technology now entering the stage, CRISPR. Overnight, the costs of engineering have shrunk by 99%. Instead of a year, it takes a few weeks to conduct experiments, and basically everybody with a lab can do it. D'accord, vous avez compris. Ça a réduit les coûts des expériences génétiques de 99%, les périodes des essais de quelques années à quelques semaines, et en gros, n'importe qui avec un laboratoire peut faire des recherches génétiques, y compris des méchants. Voilà, c'est très important pour comprendre cette révolution qui est CRISPR. C'est vraiment comme l'arme nucléaire. C'est quelque chose qui peut être utilisé pour le bien, mais c'est quelque chose qui peut être utilisé pour le mal. Il faut qu'on comprenne bien comment il fonctionne pour comprendre de quoi il s'agit. It's hard to get across how big a technical revolution CRISPR is. It literally has the potential to change humanity forever. Why did this sudden revolution happen, and how does it work? Bacteria and viruses have been fighting since the dawn of life. So-called bacteriophages, or phages, hunt bacteria. In the ocean, phages kill 40% of them every single day. Phages do this by inserting their own genetic code into the bacteria and taking them over to use them as factories. The bacteria try to resist, but fail most of the time because their protection tools are too weak. But sometimes bacteria survive an attack. Only if they do so can they activate their most effective antivirus system. They save a part of the virus DNA in their own genetic code in a DNA archive called CRISPR. Here, it's stored safely until it's needed. When the virus attacks again, the bacterium quickly makes an RNA copy from the DNA archive and arms a secret weapon, a protein called Cas9. The protein now scans the bacterium's insides for signs of the virus invader by comparing every bit of DNA it finds to the sample from the archive. When it finds a 100% perfect match, it's activated and cuts out the virus DNA, making it useless, protecting the bacterium against the attack. What's special is that Cas9 is very precise, almost like a DNA surgeon. The revolution began when scientists figured out that the CRISPR system is programmable.
You can just give it a copy of DNA you want to modify and put the system into a living cell. If the old techniques of genetic manipulation were like a map, CRISPR is like a GPS system. Aside from being precise, cheap, and easy, CRISPR offers the ability to edit live cells, to switch genes on and off, and target and study particular DNA sequences. It also works for every type of cell, microorganisms, plants, animals, or humans. But despite the revolution CRISPR is for science, it's still just a first-generation tool. More precise tools are already being created and used as we speak. Voilà. Je voulais vous montrer jusqu'à là dans un premier temps et ensuite reprendre la vidéo à la 6e partie. Je remets les sous-titres en français. Tout ça, vous l'avez dans l'article. Je vais vous montrer après. Hop. Les questions. Still, a few major challenges await us. Some technological, some ethical. Many of you watching will feel uncomfortable and fear that we will create a world in which we will reject non-perfect humans and pre-select features and qualities based on our idea of what's healthy. The thing is, we are already living in this world. Tests for dozens of genetic diseases or complications have become standard for pregnant women in much of the world. Often, the mere suspicion of a genetic defect can lead to the end of a pregnancy. Take Down syndrome, for example, one of the most common genetic defects. In Europe, about 92% of all pregnancies where it's detected are terminated. The decision to terminate a pregnancy is incredibly personal, but it's important to acknowledge the reality that we are pre-selecting humans based on medical conditions. There is also no use in pretending this will change, so we have to act carefully and respectfully as we advance the technology and can make more and more selections. But none of this will happen soon. As powerful as CRISPR is, and it is, it's not infallible yet. Wrong edits still happen, as well as unknown errors that can occur anywhere in the DNA and might go unnoticed. The gene edit might achieve the desired result, disabling a disease, but also might accidentally trigger unwanted changes. We just don't know enough yet about the complex interplay of our genes to avoid unpredictable consequences. Working on accuracy and monitoring methods is a major concern as the first human trials begin. And since we've discussed a possible positive future, there are darker visions too. Imagine what a state like North Korea could do if they embraced genetic engineering. Could a state cement its rule forever by forcing gene editing on their subjects? What would stop a totalitarian regime from engineering an army of modified super soldiers? It is doable in theory. Scenarios like this one are far, far off into the future. If they... Un régime autoritaire, rappelez-vous, c'est exactement ce qu'essaye l'état profond de mettre sur le monde. Mhm. Donc imaginez cette arme entre leurs mains. they ever become possible at all. But the basic proof of concept for genetic engineering like this already exists today. The technology really is that powerful. While this might be a tempting reason to ban genetic editing and related research, that would certainly be a mistake. Banning human genetic engineering would only lead to the science wandering off to a place with jurisdiction and rules that we're uncomfortable with. Only by participating can we make sure that further research is guided by caution, reason, oversight and transparency. Voilà, en gros, il explique les dangers et il explique qu'on a ouvert la boîte de Pandore. On ne peut plus la fermer, donc maintenant, on va essayer de faire en sorte à ce que ça soit canalisé et que ça ne dérape pas. D'accord? Donc, nous en France, on a eu entre la nuit de vendredi à samedi la loi bioéthique qui a été modifiée encore une fois et qui est passée, qui a été votée pendant la nuit. Donc maintenant, elle doit passer en Sénat apparemment en janvier. Donc jusqu'à là, il n'y aura rien qui sera possible apparemment pour l'instant. Mais il y a eu quelques points qui ont été assez chiants avec cette loi par rapport à ce qu'on vient d'entendre là sur ces questions importantes. Donc on va attaquer directement avec une explication vidéo. On va regarder quelques vidéos ensemble parce que c'est important qu'on s'éduque. Il faut qu'on comprenne ceux qui ont combat. Autrement, bah, Don Quichotte, quoi. On va être des Don Quichotte à se battre contre des moulins à vent, des choses qui n'existent pas. Donc,
On ne veut pas être des Don Quichotte, on veut être des vrais soldats numériques. Donc, on essaye d'apprendre. On a les explications de la fondation Jérôme Lejeune qui est faite par cette jeune avocate, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus. Donc, on va regarder ça ensemble. Ces 3 petites vidéos courtes, on va les regarder. Ça mérite vraiment le détour. Je vois qu'il y en a qui s'enflamment sur la source. Les gars, écoutez ce qu'elle dit, peu importe la source, écoutez ce qu'elle dit, parce que ce qu'elle dit, je l'ai vérifié, c'est le cas. C'est juste au lieu que ce soit moi qui l'explique, elle le fait mieux, donc on regarde. À la française est en train de disparaître sous nos yeux. La France est en train de réviser pour la 3e fois sa loi de bioéthique. Procréation médicalement assistée, recherche sur l'embryon, diagnostic anténataux, don d'organes. La loi est censée réguler ces pratiques et leurs dérives pour protéger la vie et la dignité humaine. La ministre de la Recherche, Madame Vidal, disait dans les débats que ce que la science rend possible n'est pas forcément souhaitable. En un quart de siècle, on constate que la loi de bioéthique française a dérivé et a légalisé ce que la science rendait possible. La recherche sur l'embryon humain est emblématique en la matière, emblématique de la dérive de nos lois de bioéthique. Vous savez qu'il se définit en termes scientifiques comme le processus vital, continu et organisé qui, s'il n'est pas interrompu, aboutit à la naissance d'un enfant. Vous savez que l'embryon est humain, c'est-à-dire qu'il appartient à notre espèce humaine. Il est la plus jeune forme de l'être humain. C'est la raison pour laquelle le droit international, européen, français protège l'embryon humain. C'est bien pour cela que la première loi de bioéthique, en 1994, a posé une interdiction absolue de rechercher sur l'embryon humain, a interdit que l'embryon humain soit entre les mains des chercheurs, mais 10 ans plus tard, en 2004, le législateur a cédé à la pression de certains chercheurs et a accepté que l'embryon humain soit l'objet de recherche par dérogation. Ce qui a conduit naturellement en 2013 à autoriser par principe que l'embryon soit un matériau de recherche de laboratoire. En 15 ans, la recherche sur l'embryon a été révisée 5 fois. Il n'y a jamais eu autant de révisions juridiques d'un régime qui est censé réguler une recherche. La recherche sur l'embryon qui a lieu dans le monde depuis plus de 20 ans ne guérit pas. Il n'y a pas de thérapie effective à base d'embryons humains ou de ces cellules souches embryonnaires humaines. Il s'agit donc d'un mythe que certains chercheurs utilisent pour diminuer les exigences de la loi et disposer plus facilement de l'embryon humain. En 15 ans, l'embryon humain est devenu un matériau de laboratoire, détruit sur les paillasses des chercheurs. Trouvez-vous cela normal que la révision de la loi de bioéthique en cours prévoit d'aller toujours plus loin, prévoit d'expérimenter le mélange interespèces, la modification génétique de l'humain, la création de gamètes artificiels à partir de l'embryon humain et de ses cellules souches embryonnaires humaines? Il est temps de réagir. Nous ne pouvons accepter un tel acharnement sur le plus petit d'entre nous. Tout de suite, on va aller sur la deuxième. Restez avec moi, c'est important. S'il vous plaît, restez avec moi. Je vois qu'ils sont partis. Apparemment, la censure était due à une question de droit par rapport à la vidéo précédente. Je vous présente mes excuses. Je ne savais pas que ça va se passer. Donc maintenant, vous êtes de retour et on continue à s'éduquer. Va ouvrir l'ère de l'humain génétiquement modifié. Les conséquences sont vertigineuses. Le projet de loi prévoit en effet d'autoriser la création d'embryons transgéniques. De quoi parle-t-on? L'embryon humain est transgénique à partir du moment où ses gènes sont modifiés, soit en lui insérant des gènes étrangers, soit en lui retirant certains de ses gènes. Cette modification génétique est facilitée depuis la découverte des ciseaux moléculaires nommés CRISPR-Cas9, une technique de couper-coller ou copier-coller des gènes. Si cette technique est intéressante et même pourrait être bénéfique pour des personnes nées, elle pose des problèmes majeurs lorsqu'elle est appliquée sur l'embryon humain. Premier problème, l'embryon humain est instrumentalisé pour tester la transformation de l'humain. Or, l'embryon humain est un être humain. Il est le plus jeune membre de notre espèce humaine. On ne peut accepter qu'il devienne un cobaye pour tester, expérimenter les nouvelles techniques scientifiques. On ne peut accepter que l'embryon humain soit modifié génétiquement, que l'on en fasse un humain OGM. Les risques écologiques sur les organismes génétiquement... Donc,
On va pas regarder jusqu'à la fin. On va aller dans l'article. Je vais vous montrer du coup maintenant. Donc ici, vous trouverez cette partie du live qui parle de bioéthique. Elle sera mise là. Pour l'instant, il y a le live qui passe en temps réel. Vous avez la vidéo que je vous ai mis au début. N'oubliez pas de mettre les sous-titres en français. Ensuite, vous avez les 3 vidéos. Nous avons vu toute la première, une partie de la deuxième, et on va voir une partie de la 3e vidéo. Que pensez-vous du mélange animal-homme? Peut-être en entendant cela, vous imaginez-vous une tête d'homme sur un corps d'animal? Sans aller jusqu'à cette caricature, nous sommes en réalité en chemin vers cela. Car nos députés, dans le cadre du projet de loi de bioéthique, en première lecture à l'Assemblée nationale, ont voté l'expérimentation inédite du mélange entre l'homme et l'animal. Voilà, il n'y a pas besoin d'entendre plus. Allez lire l'article, je vous colle le lien dans les commentaires. Voilà. Donc, les amis sur YouTube, relancez. Je ne pense pas qu'il va vous censurer. Je pense que c'était dû à la vidéo de Kurzgesagt tout à l'heure sur CRISPR. Relancez YouTube et normalement, ça devrait revenir. Donc, on continue avec justement cette question de 9 mois, de IVG à 9 mois qu'on avait dit, qui n'était pas comme j'avais dit justement. Que prévoit l'amendement sur la détresse psychosociale et l'interruption médicale de grossesse de la loi bioéthique? Des publications sur les réseaux sociaux affirment qu'un amendement adopté dans le cadre de l'examen de la loi bioéthique autoriserait désormais l'interruption volontaire de grossesse pour les femmes enceintes jusqu'au terme de leur grossesse. On va voir un petit peu le jeu de mots, mais voilà, on continue à lire, mais vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas très différent. Ce n'est pas le cas. Cet amendement ne concerne pas l'IVG, possible jusqu'à 12 semaines, mais inscrit dans la loi un critère de détresse psychosociale pour une interruption médicale de grossesse, donc une IMG, pas une IVG, pas une interruption volontaire de grossesse. Cet acte médical distinct de l'IVG est déjà possible à tout moment de la grossesse, mais encadré par des conditions strictes, et heureusement d'ailleurs. Donc, nous, on est tombé un petit peu dans ce piège et on vous l'a présenté, mais vous allez voir que c'est juste une question de sémantique et le vrai problème, il est encore plus grave. C'est-à-dire, il s'agit d'une interruption volontaire de grossesse jusqu'à 9 mois, sauf qu'on ne parle plus de la volonté de la personne, on parle de la volonté du médecin. Donc, ils ont mis une loi qui permet aux médecins de déterminer s'ils voient une personne qui est un peu fragile, qui est dans un contexte social un petit peu pas super, qui est seule, qui n'a pas beaucoup de gens et qui n'a pas beaucoup de moyens, ils peuvent décider de faire une IMG pour raison psychosociale à 9 mois. D'accord? Donc, c'est une IMG que jusqu'à là avait un encadrement très strict. On vient d'ajouter cet élément de psychodétresse, détresse psychosociale, pardon, qui est très flou. Et qui peut être utilisé de plusieurs manières pour les mauvaises raisons. Donc, je vous donne maintenant un scénario. Vous avez l'enfant d'une femme qui est dans une situation financière désastreuse, qui est dans une situation par rapport à son couple désastreuse, elle est seule, ok, qui est vraiment dans un très mauvais état globalement, qui prend de la drogue ou je ne sais pas quoi, des choses comme ça. Le médecin peut décider de retirer l'enfant à 9 mois. Sauf que cet enfant, du coup, il n'existe plus dans la société, il n'est pas inscrit, il est considéré comme mort. Pourtant, il est vivant. Et donc, aux États-Unis, on a vu dans plusieurs témoignages que c'est une des manières que l'État profond se fournit en enfants. Il y avait des États aux États-Unis qui permettaient l'IVG ou l'IMG jusqu'à 9 mois. Et il y avait des abus de ce côté-là. Et ils prenaient des enfants. Ça finissait soit dans la médecine, pour ce qu'on a vu tout à l'heure, les recherches sur les embryons, soit pour du trafic d'organes, soit pour le trafic de cellules souches, je ne sais pas quoi, pour la médecine, mais du coup de la médecine un peu underground, soit dans des réseaux d'esclavage humain où ils prennent des bébés, ils les élèvent comme des esclaves et ils peuvent les vendre. Donc, c'est quelque chose de
très, très, très délicat. Voilà. Contrairement à l'interruption volontaire de grossesse possible jusqu'à 12 semaines, l'interruption médicale de grossesse peut être réalisée à tout moment de la grossesse. L'IMG est possible pour motif médical lorsqu'il existe une forte probabilité que le fœtus soit atteint d'une infection particulièrement grave et incurable ou si la grossesse met en péril grave la santé de la femme. Dans tous les cas, la femme enceinte doit effectuer une demande pour y avoir accès. La décision revient à une équipe pluridisciplinaire. Si deux médecins attestent, après examen et discussion, qu'il y a un risque fondé pour la santé de la femme enceinte ou de son enfant, ils établissent des attestations permettant de pratiquer l'IMG, intervention médicale de grossesse, interruption, pardon. C'est du cas par cas, explique à l'AFP Israël Nissan, président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, contacté le 4 août par l'AFP. Le gynécologue obstétricien précise toutefois que plus l'âge gestationnel avance, plus l'acceptation de l'IMG est rendue difficile pour les médecins. Que dit l'amendement voté par les députés? Voté dans la nuit du 31 juillet au 1er août, donc dans la nuit, déjà ça ne dérange personne. L'amendement concerne bien l'IMG et non l'IVG. Contrairement à ce que suggère par exemple le titre d'un article sur Riposte laïque. Bref, voilà, on a fait aussi cette erreur-là. Nous vous présentons nos excuses. Porté par des députés socialistes, cet amendement inscrit la détresse psychosociale comme un motif de péril grave pouvant justifier une interruption médicale de grossesse. Dans un communiqué, le président du CNGOF expliquait en octobre dernier que l'IMG pratiqué pour des raisons psychosociales, écoutez, concerne des femmes en situation de danger personnel, de violence, de difficultés psychologiques majeures ou d'extrême précarité, rendant impossible la poursuite de leur grossesse alors même qu'elle dépasse le délai légal de l'IVG de 14 semaines d'aménorrhée. Je répète, concerne des femmes en situation de danger personnel, en situation de danger de violence, de difficultés psychologiques majeures ou d'extrême précarité. Le scénario que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc, ces raisons-là font partie des raisons pour lesquelles ils peuvent pratiquer une IMG. D'accord? Donc, imaginez une jeune femme d'un milieu vraiment pas... comment dire? Une nana qui n'a pas beaucoup de chance dans sa vie, tu vois. Et qu'elle a traversé des moments difficiles, elle a pris des mauvaises décisions, etc. Et puis il arrive un moment où elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte et peut-être que cet enfant, c'est le seul espoir qu'il peut avoir. Parce qu'une fois qu'on a un enfant, on réfléchit différemment, on fonctionne complètement différemment, on ne vit plus pour nous, on vit pour l'enfant. Et ça peut changer l'humain. Donc imaginez, elle a cette opportunité-là d'avoir un enfant et de changer sa vie ou pas, on ne sait pas. Mais ce n'est pas à nous de décider, ce n'est pas à eux de décider non plus. Donc, c'est vraiment très délicat comme mesure. C'est très délicat, surtout que ça leur laisse la possibilité à eux de déterminer la détresse psychosociale. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, on vous a montré une vidéo d'une nana, d'une Roumaine, qui a été volée au moment de la naissance en Roumanie, d'une famille qui était très pauvre et qui n'a jamais pu contester ou chercher l'enfant. Ils ont pensé que leur enfant était mort, alors que l'enfant était pris, a été rendu dans des données dans les réseaux de trafic humain et arrivé à 25 ans ou 26, je ne sais plus, elle a réussi à se réunir avec ses parents qui ne savaient même pas qu'ils ont un enfant. Parce qu'ils pensaient que leur enfant était mort. Vous comprenez? C'est possible. Et si la loi était stricte jusqu'à présent, c'est qu'il y avait une raison. Donc, là, je pense que vous commencez à voir un petit peu plus l'importance de ce qui est en train de se passer de ce côté-là et pourquoi nous devons faire des choses. Nous devons essayer de faire des choses. Donc, si on continue sur l'article, je vous ai mis un petit extrait d'une autre vidéo qu'on va regarder ensemble parce que ce n'est pas tout. Il y a aussi un dernier point avec cette loi qui est assez... qui mérite... Ouais, pas cool, quoi.
n'avaient pas forcément les mêmes idées que moi, donc nommé dans ce comité éthique. Y a-t-il eu... Voilà. C'est quelqu'un qui a participé dans le comité d'éthique par rapport à ce sujet-là. Écoutez un petit peu, le comité d'éthique, ils ont un rôle, tu vois, c'est de réfléchir un petit peu aux conséquences éventuelles, etc., etc. Écoutez ce qui s'est passé par rapport à cette loi. Il y a eu des débats, vous avez participé à un comité d'éthique Île-de-France. Avez-vous été consulté? Comment s'est passé un petit peu? Racontez-nous de l'intérieur ce que vous avez vécu et le résultat. J'avais beaucoup d'attentes en étant nommée dans ce comité éthique Île-de-France parce que les collègues qui étaient nommés étaient des gens pour qui des collègues pour qui j'ai beaucoup d'estime et qui, je savais, n'avaient pas forcément les mêmes idées que moi. Donc j'espérais une confrontation d'idées, j'espérais des débats sur des questions qui ne sont pas, qui méritent d'être débattues par chaque sensibilité. Vous voyez, donc ça, j'étais en grand espoir. En guise de ça, on n'a pas été consulté, on nous a laissé contribuer vaguement sur un site internet qui n'était regardé que par nous-mêmes pour nous regarder le propre nombril. On va être clair, des comités d'éthique qui n'ont servi à rien. Et qui n'ont pas été, qui auraient pu servir, qui n'ont pas été sollicités du tout. Donc en fait, un habillage, un joli habillage. On reste dans un habillage. Après, effectivement, bon, ça je vais citer Jean-Louis Touraine, docteur Touraine, notre autre collègue, qui a dit qu'il s'agissait d'une urgence sanitaire que de faire revenir cette loi bioéthique en plein tsunami économique, psychologique que vous voyez autour de vous, tous les dégâts qu'on peut constater. Parmi la première mesure qui a été première discussion, ça a été de faire sauter un écrit des sénateurs qui avait dit « Nul n'a le droit à l'enfant ». Une phrase très très importante, parce que nous avons tous été enfants. Donc le fait de savoir que personne n'a de droit sur nous, c'est dans le pays des libertés, c'est une super nouvelle, quoi. C'est vrai que c'est chouette, quoi. C'est chouette d'entendre ça parce que voilà. Donc je remercie nos amis les sénateurs d'avoir voulu bien inscrire cela. Et la première mesure en urgence sanitaire, c'était de sauter ça. Ah bon? Enfin, expliquez-moi le lien avec l'urgence sanitaire, de faire sauter cette phrase qui, évidemment, a pour corollaire immédiat d'instrumentaliser l'enfant. On est bien d'accord, c'est-à-dire que l'enfant, à ce moment précis, devient donc un bien de consommation. On va s'arrêter là avec celle-ci et immédiatement, ou plutôt je vais remettre juste le petit extrait. Gardez en tête cette dernière phrase. Deuxième mesure, donc, on est bien d'accord, c'est-à-dire que l'enfant, à ce moment précis, devient donc un bien de consommation. L'enfant devient un bien de consommation. Écoutez maintenant, je vous ai pris un extrait d'une vidéo d'Atali de 2015, si je ne dis pas de bêtises. Écoutez ce qu'il dit. L'ordre polycentrique n'est pas capable d'installer un ordre de droit mondial, alors que le marché, lui, s'installe mondialement. Donc on aura un marché sans règle de droit, ce qui va entraîner deux évolutions. La première, c'est que le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels, jusqu'à présent, il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règle de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux, criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, de raquettes, etc., etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque, y compris, au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même. Vous avez compris? Ouais. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Je vais mettre les deux phrases. Elle nous prévient qu'avec cette loi, on peut finir avec quelque chose comme ça. Ce moment instrumentalisé, l'enfant, on est bien d'accord, c'est-à-dire que l'enfant, à ce moment précis, devient donc un bien de consommation. Oui, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un robot de lui-même. D'accord?
vous avez tout ce qu'il faut dans cet article-là pour faire les liens et pour comprendre ce qui se passe. Et je couperai ce petit bout du live pour le mettre tout en haut de l'article pour guider un peu à travers tout ça. Je pense que là, en regardant ce qu'il y a dans cet article, vous comprenez très bien de quoi il s'agit. Surtout, j'ai écrit à la fin, on connaît l'influence de Jacques Attali sur l'évolution de la France. Son intervention est toujours intéressante à regarder pour avoir une idée de ce qui nous attend. Il n'est pas présent au pouvoir depuis des décennies pour rien. Est-ce qu'il dit des choses parce qu'il est intelligent et il prévoit l'avenir? Ou est-ce qu'il dit des choses, ou est-ce qu'il sait des choses que nous ne savons pas? Pourquoi il dit ce qu'il dit et qu'en fait on avance vers ce qu'il dit? Est-ce que c'est parce qu'il a une boule de cristal et il peut prévoir l'avenir, ou est-ce que c'est parce qu'il fait partie d'un réseau qui a un plan? Juste, je pose cette question. Je pose cette question. La réponse, je pense que beaucoup la connaissent. Beaucoup connaissent qui est Attali et à quoi il sert. Donc, voilà, on y est. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'Attali, il ne prévient pas. Lui, il dit que ça va arriver. Alors qu'elle, elle dit, si ça arrive, c'est vraiment pas cool. Attali, il n'en a rien à foutre. Donc, ça montre déjà l'aspect humain des deux individus. Et voilà. Donc, on ne va pas entrer dans le débat qui suit Attali, ok? Parce qu'encore une fois, on ne veut pas choper des étiquettes ou on ne veut pas prendre des positions sur des sujets qui sont vraiment très mal compris encore. Au moment venu, si l'actualité nous le permet, on le fera au moment venu. Et je pense que ça arrivera d'ailleurs. Donc, pour l'instant, voilà, on voulait juste vous mettre toutes ces choses-là dans l'ordre. Vous avez remarqué, j'ai rien écrit. Hein. J'ai rien écrit, je mets juste des petits morceaux pour que vous vous éduquiez, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit et pour que vous puissiez savoir contre quoi on se bat aussi. Et dites-vous bien qu'Attali n'est pas médecin. Il n'est pas je ne sais pas comment on dit. Généticien. Voilà, je l'ai. Il n'est pas généticien, il n'est pas médecin, il est philosophe. D'accord? Philosophe. Donc, qui veut dire en soi ami de la sagesse, hein, pas possesseur de sagesse. Donc, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de bien ou de sage. Le mot philosophe, il est donné à beaucoup de têtes pensantes, pas très pensantes, justement.